Allez, on va se lancer un petit peu tranquillement. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors déjà, toutes mes excuses, j'ai fait n'importe quoi. Bonjour, salut, bonjour. Oui, non, ce n'est pas du tennis. C'était dimanche. Là, on est sur du rugby. Je remets bien mon micro-casque. Salut à tous. Épisode 3 du MLR Show avec un C, bien sûr, parce qu'on est chaud. Troisième épisode de cette émission. On va voir évidemment comme d'habitude le meilleur de la Major League Rugby, le championnat américain, des essais, des histoires à vous raconter, plein de choses à voir, des bizarres, des sympas, des drôles, pas d'émotions. Si, beaucoup d'émotions, évidemment, beaucoup d'émotions. Et j'ai la chance, encore une fois, d'être parfaitement entouré par un homme qui, bien, a manifestement décidé d'être tout seul et d'éliminer les uns après les autres ses petits compagnons. C'est Pierre Amiche. Mm. Bonjour Pierre Amiche. Bonjour à tous. Ouais, là, ça rigole plus. On a un one-to-one, Rémi. J'ai Ouais, l'impression que au départ, on était trois, puis deux, puis un. Normalement, si tout va bien, il n'y a plus que moi la semaine prochaine. C'est comme dans koh, tu vois. Chaque semaine, il y a un gars qui se tire. Bon, j'espère en tout cas que, en dépit du fait que mes petits camarades ne soient pas disponibles, on va pouvoir vous détailler, expliquer, raconter au mieux le championnat américain. ouais, exactement. On va essayer de faire ça proprement malgré tout parce que bon, tu es quand même le meilleur élève de la classe, hein, il faut le dire. Donc Le plus studieux, c'est sûr. Le meilleur, je suis pas certain. évidemment, on embrasse Adrien Abadi, Cyprien Bétou qui ne sont pas là. Cyprien n'étant pas là, Seattle sera nul. Ça, on a acté cette règle la semaine dernière. Ça Maintenant, s'est vérifié la semaine dernière. ça s'est vérifié la semaine dernière. On verra si cette fois il y aura la même chose du côté de Houston avec Adrien Abadi. Bonjour à toutes et à tous dans le chat. N'hésitez pas à Gauchaco, le hashtag lancé par Pierre Amiche évidemment pour supporters des Dallas Jackals. En plus, on va aller voir tout de suite le programme de cette semaine. Il jouait contre Seattle. Il y avait un Amish Betuico ce week-end en MLR. Marque déposée, bien Avec évidemment. surtout deux équipes qui sont pas forcément magiques en ce moment. Seattle restait sur une défaite un peu étrange et les Chacos avaient été nuls la semaine dernière. Donc bon, c'était un peu à savoir qui allait être le plus mauvais sur ce match-là. Et ça Exactement. s'est vérifié. Et ça s'est vérifié, on vous en dit pas plus, ce sera le deuxième de nos 5 matchs, évidemment. San Diego, New England, Houston, Chicago, Nola Gold, Utah, Anthem, Los Angeles. Et ça, on va finir par ce match parce que on parle des deux plus mauvaises équipes, en tout cas sur les dernières de chaque Sur les bilans, conférence, oui. sur les bilans. Mais il s'est passé pas mal de choses et on a une petite histoire, une belle histoire, un joueur à présenter, ou plutôt à vous faire redécouvrir, on va dire, Pierre, puisque c'est un joueur qui est passé par le top 14. Ouais, qui est passé par Toulouse et les Harlequins. Normalement, si vous suivez un peu le championnat de France et que vous avez lu entre les lignes et regardé dans mes yeux un peu de qui je pouvais vous parler, il ne fait nul doute. Dernier petit indice, c'est un Fidjien. Voilà, troisième ligne ou ailier Fidjien qui est passé par Toulouse. Dites-moi dans le chat si vous voyez de qui je cause. Et si c'est pas le cas, eh ben, on va redécouvrir ce formidable joueur. Voilà, eh bien, tout est prêt évidemment pour partir. On va se lancer sur. Oh, je crois que dans le chat, c'est allé très très vite. Ouais, C'est allé The très très vite. Mookie, il rigole pas. Ouais, ouais. Salut The Mookie, j'espère que tu vas bien. Oui, bah oui, très très bonne réponse à toi, évidemment. Mais ça, c'est les gens qui connaissent bien, Mm. hein. Ça aide évidemment. Le premier match de cette soirée que l'on va passer ensemble, c'est ce San Diego New England. Alors sur le papier, c'est plutôt solide. Sur le papier, c'est même très solide. C'est la finale de l'année dernière, tout simplement, avec les Free Jacks qui avaient remporté cette partie. Et un match qui va mettre un petit peu de temps à se lancer, puis ça va commencer à la demi-heure avec cet essai de Tupu Afiunga qui échappe à ses adversaires et qui va aller inscrire le premier essai. La réponse de New England qui va d'abord marquer un essai par Cameron Davidovitz, puis ensuite ça va parfaitement jouer avec Wayne Vanderbank qui s'arrache pour aplatir. Alors, bon, est-ce qu'il perd pas un peu le contrôle du ballon? Je ne sais pas, mais en tout cas New England qui, vous le voyez, va dérouler derrière, inscrire un troisième essai avec cette magnifique passe après contact pour Pierce von Dadelzen. Tout va très bien pour New England, 24-13, il reste 2 minutes à jouer et puis la folie va s'emparer de San Diego avec cette course somptueuse de la part de l'ailier
Thomas Awake qui trouve Lincoln McClutchy, ça navigue et puis voilà, ça va au bout. La transfo, on va en parler, de Matt Guito ne passe pas. C'est important parce que regardez pas le score, il n'y a pas 20-24, il y a 18-24. Et Thomas Awake, il va aller inscrire à la 86e minute cet essai, de l'essai de pas de la victoire du coup, puisque ça fait 23-24 et que Matt Guito, Pierre, va encore rater la transformation parce que oui, le buteur de San Diego, c'était Matt Guito. Ouais, c'était sa première titularisation sur ce match-là. Il avait déjà disputé un petit bout de match la semaine dernière où il avait marqué. Et malheureusement, Matt Guito, c'est un joueur extraordinaire. C'est probablement sur le papier, avec Mahanonou, le plus beau CV de tout le championnat américain. Et malheureusement pour lui, et a fortiori pour son équipe, c'est pas passé face à une équipe de New England qui était un tout petit peu plus costaud, mais sur le papier, il n'y a pas vraiment d'excuses aujourd'hui pour San Diego. La Légion qui est pas vraiment au niveau auquel on espérait l'avoir. Juste si vous découvrez le championnat américain, dans cette équipe, vous allez retrouver Blair Cowan, qui est quand même capitaine et international. Vous allez retrouver des joueurs qu'on connaît bien en France, comme Madito ou Manonou. Et puis autour, il y a quand même de très très bons Américains qui viennent alimenter cette équipe-là. Sur le papier, c'est top 3. Dans les faits, ça fait quelques semaines maintenant qu'on en parle. Ça ressemble de plus en plus à un EHPAD. On a beaucoup de mal à faire 80 minutes pleines et sans faire offense aux joueurs immenses qu'ils ont été, Matt Guito, Mahanonou, aujourd'hui, ils portent un tout petit peu moins leur équipe. Même si je dis ça, la semaine dernière, Mahanonou était monstrueux, hein. Mais ça va être un peu plus difficile cette année d'aller chercher une finale de conf et encore plus d'aller chercher un titre. Et puis, il faut quand même dire un mot en face de New England qui a très bien joué, en fait, hein, qui a réussi à cibler une faiblesse de San Diego. Globalement, le championnat américain brille pas toutes les semaines par ses défenses, mais ça va de mieux en mieux. Et San Diego a une faiblesse dans la zone, dans l'axe des rucks, et on l'a vu d'ailleurs sur les 2 essais de New England en fin de première période. C'était là où ils se font traverser. San Diego se fait traverser dans l'axe et voilà, bravo à New England d'avoir ciblé cette zone-là. Bon, il y a quand même ce scénario un peu dingue avec cette histoire de synthé qui marche pas. Pour tout vous dire, avec Rémi, on a eu du mal à On a comprendre bugué. Hein. comment ça se fait que le score, ça n'a rien à voir avec les images. Et en fait, c'est un problème de synthé, quoi, voilà, tout simplement. Alors, tu as déjà manifestement un hater, Pierre Amiche, puisque il y a un Je certain connais pas. Ilya Grudjan qui dit que tu connais rien en rugby. Notre bon Ilya, on espère que tu vas bien, on t'embrasse fortement. Je crois que tu t'y connais autant en rugby que lui en tennis. Je crois que c'est à peu près Ouais, ça. une pipe. Voilà, une grosse pipe. Bah, écoute, on espère que tu vas bien. Lui, il s'occupe évidemment de sa petite fille qu'il a eue il y a quelques mois. Donc voilà. Écoute, il est Ouais, en... et puis de la com d'un paquet de tournois de tennis, donc Ouais. bon, Et du golf je crois aussi. qu'il a une... C'est pas vrai, il a Si, touché à ça, si, mon si, il a Dieu. touché au golf. Ça y est. Le mec est à step up, très clairement. Allez, voilà pour ce San Diego New England. New England, d'ailleurs, tu parlais, on l'a dit, la MLR ne brille pas par ses défenses. New England qui est la meilleure défense de cette MLR avec 214 points encaissés depuis le début de la saison. Alors, en 10 matchs, ça fait quand même 21 points pris par match. Mais voilà, c'est quand même une équipe qui a d'ailleurs basé son titre l'année dernière sur cette défense qui a tenu face à la puissance de feu de San Diego l'année dernière en finale. Oui, et puis New England, ça fait partie de leur identité, hein, un peu comme Nola, c'est une équipe qui est plus basée sur les avants. Miami, c'est une équipe qui envoie beaucoup de jeux. On a des équipes un peu plus caricaturales que ce qu'on peut trouver parfois en Europe où les équipes sont assez complètes. C'est vrai que, par exemple, Houston, on sait que ils basent leur puissance, leur victoire sur leur puissance absolue. Seattle, pareil, leur réussite, c'est elle est d'abord physique. C'est vrai que c'est assez drôle, New England. En plus, il y a pas mal d'absents, si je dis pas de bêtises, du côté de New England, des joueurs qui sont importants au moins depuis le début de la saison. Donc cette victoire, je pense qu'elle va vraiment les rassurer euh, sur leur capacité à aller chercher une finale de conf ou pourquoi pas plus. Je crois que dans les absents, il y avait Wian Conradi qui n'était pas là, si je dis pas du caca, ce qui peut arriver, hein. Non, Dites-moi si jamais si peu. je me Si peu. gourre. Non, il me semble qu'il y était pas, hein. Ouais, Je suis c'est assez ça. d'accord.
Donc Et Ryan Conradi, c'est le capitaine namibien qui est un des meilleurs plaqueurs du championnat, qui est un énorme défenseur, qui a un petit gabarit paradoxalement pour un numéro 8, mais qui est ultra important. Et pareil pour Leroux Malan, qui lui était pas là non plus et qui normalement fait partie des titulaires de cette formation de New England. il me semble aussi qu'ils n'ont toujours pas récupéré leur meilleur joueur, hein, leur meilleur marqueur plutôt d'essai, Rhys McDonald, hein, New England. Attends, je suis en train de vérifier la compo. Non, c'est bien ça, hein, Rhys McDonald est toujours blessé. Donc voilà, il y a quand même une grosse défense, mais aussi des joueurs qui sont très bons offensivement. Et ils arrivent à tenir. Ils ont repris la tête de la conférence Est la semaine dernière. On va voir évidemment le classement à la fin des deux conférences. On va passer évidemment, c'est l'heure, les Chacos. On le met maintenant parce que c'est un match. Je vais te donner la main, mon Pierrot. Il s'est passé très peu et à la fois beaucoup de choses en fait dans ce match contre Seattle. Bizarrement, en tout cas, pas beaucoup de blessés, pas beaucoup de points. Il y a un homme c'est le nom de Cherki, c'est un Ben australien, qui n'était pas nécessairement indispensable au début de la saison qui va aller marquer le premier essai. Et sur le deuxième, il va faire la différence avec ce splendide terrain de Dallas qui est absolument dégueulasse. Et avec cet échappé sur le petit côté du premier centre et ça va aller marquer. C'est le deuxième et dernier essai du Cherki. Je mets dans les chaussettes, 2 mètres devant ce qu'elle devrait être. Ils ont beaucoup de réussite d'aller marquer avec ce très beau deuxième ligne quand même, avec Damon Torres qui va aller conclure. Et puis en face, bon, évidemment, on va retenir l'indiscipline chronique de Dallas, les 4 cartons jaunes. Et avec cette faute, par exemple, celle-là, elle est extraordinaire, celle du numéro 10, Martin Elias. Il va faire le tour, il va taper dans le ballon, voilà, au calme. Et puis, voilà, mais vraiment, j'ai rarement vu des trucs aussi démentiels. Et puis, la très belle action, peut-être entachée de 1, voire 2 en Ah, c'est avant c'est scandaleux là. de Enfin, Seattle, c'est Divan Rousseau qui va marquer. On a eu un débat dans ma tête et dans la tienne. T'es convaincu qu'il y a en avant? Moi, je sais pas trop. Je me dis que pour la beauté du rugby, l'accorder, c'est pas un scandale, mais de toute façon, ça changera pas grand-chose au match puisque Dallas va s'imposer, pas à la surprise générale, mais à mon grand étonnement face à Seattle, 14-7, et avec cette victoire, et ben Seattle se met vraiment dans le caca et à l'inverse, enfin dans le caca. Disons qu'ils se ah, remettent à portée de fusil de Dallas et San Diego qui a un match de moins. Ils ont 41 points, Dallas revient à 32, San Diego à 31. Leur dynamique, c'est 2 défaites de suite. Et c'est assez inexplicable hein, parce que Dallas n'a pas proposé grand-chose. Il y a juste un joueur que je trouve vraiment au-dessus côté Dallas, c'est Gomez Vara, le troisième ligne, le capitaine qui est exemplaire à tous les matchs. C'est un joueur, typiquement, il aurait largement sa place dans une équipe européenne. j'avais déjà parlé des troisième lignes à Dallas. Il y a vraiment une belle troisième ligne là avec Gomez Vara, Ali Khan et Ronan Foley. Il y a des joueurs qui sont très bons, grands, puissants, agiles avec leurs mains. Donc vraiment, c'est une belle troisième ligne. Mais Seattle, il y a un problème parce que ça fait deux, même plus que ça, de matchs. Parce que là, ça fait 2 défaites de rang. Mais déjà, la victoire contre Anthem il y a 2 semaines. C'était pas phénoménal non plus. Alors, c'est quoi? C'est une mauvaise passe et de toute façon, ils vont remonter en puissance en vue des playoffs où ils seront très certainement. Ou est-ce que c'est un peu plus profond que ça et les équipes qui étaient au top un peu la saison dernière, on pense à San Diego également, sont plus dans le dur parce que le niveau s'est resserré? Non, mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'ils font un peu tourner, hein. Il n'y avait pas Curry Dranig, qui est titulaire indiscutable dans cette équipe, qui a été finaliste de la Coupe du Monde avec l'équipe d'Australie en 2015 et qui d'habitude fait la paire avec Dan Krill, le frère jumeau de Jesse Krill, qui lui est champion du monde 2023. Ça change pas tout, mais évidemment, quand des joueurs comme ça sont pas là, ça a une influence notable. Et puis, vous dire à quel point ils ont fait tourner, c'est que sur le site officiel de la Major League, le pilier droit, il s'appelle Player Tree parce qu'il n'a pas de nom. Oui. Donc voilà, c'est qu'ils sont vraiment allés chercher loin dans la rotation.
Après, je suis Ou pas alors c'est spécialement. ou alors c'est son nom, hein. Tu sais, aux États-Unis, on sait jamais. Player the Third. Ce serait assez ouf qu'il joue pilier droit. En plus, tu vois, il aurait pu s'appeler Player Tree et jouer troisième ligne, tu vois. Mais non, non. Non, mais après, voilà, ils n'avaient pas leur demi-mêlée titulaire. Bon, je crois que ça justifie pas le fait de perdre contre ce Dallas-là qui est vraiment léthargique, quoi, qui est pas très très fort. Et est-ce qu'ils ont fait tourner en vue des prochaines rencontres? Je sais pas, parce que le calendrier de Seattle est pas spécialement plus difficile que celui des autres, hein. Il reste quand même quelques journées. Je ne saurais pas te répondre pourquoi ça marche plus. Peut-être parce que, euh, peut-être parce que tout simplement ils font des conneries, quoi. Parce que ce qui est le plus fou, c'est qu'ils perdent ce match alors que Dallas est scandaleux. Ils font 18 fautes, ils prennent 4 cartons jaunes, euh, ils font que défendre, ils plaquent 160 fois, donc quasiment 2 fois plus que, que Seattle. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Voilà, vraiment, j'ai pas d'idée. L'indiscipline de Dallas, tu Et l'as pointé du doigt, c'est assez phénoménal ça ouais, aussi. c'est n'importe quoi. Ouais, Dallas, c'est n'importe quoi. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que je vais reprendre les chiffres que j'ai mis de côté. Mais alors, vu que je suis un crétin, je l'ai mis de côté sur mon téléphone. Donc ça aide Mais pas non, mais non, mais t'inquiète. à pouvoir vous redonner les chiffres. Pendant ce Euh, temps-là, pendant que tu cherches, juste, je Ah, donne ça y est, j'ai. Ah, il est fort, il est fort, il est rapide. Voilà, contre Los Angeles, c'est 17 pénalités, un jaune, un rouge. Contre Dallas, c'est 18 pénalités, 4 jaunes. Contre San Diego, c'est 14 pénalités, 2 jaunes. Contre Miami, c'est 12 pénalités, un jaune. Contre Utah, c'est 13 pénalités et bizarrement pas de carton. Et il fallait Ah, remonter au 5 avril dernier pour trouver un match où Dallas faisait moins de fautes que l'adversaire. Donc vous imaginez quand même avec le handicap avec lequel vous partez, quoi. C'est-à-dire que dans une rencontre normale, au-dessus de 10 fautes, c'est difficile de gagner. Eux, ils en sont à 18. Euh, c'est un miracle, hein. Non, normalement, mais tu vraiment. perds 2 matchs, du coup. Ouais, c'est ça. Tu perds double. Le calendrier de Seattle, là, pour la fin de saison, il leur reste 5 matchs à disputer, 3 à domicile, 2 à l'extérieur. Mais les 2 à l'extérieur, c'est Houston et San Diego. Donc, pas facile. Deux T'accueilles énormes équipes, ouais. voilà, t'accueilles Old Glory, Utah, qui s'est pas gagné, qui s'est pas marqué avant la deuxième période, et tu accueilles Los Angeles. Donc normalement, on l'a dit, pour la qualification, ça va le faire, évidemment. Mais à voir, attention, parce que ben, Dallas l'emporte, San Diego passe pas loin. On va regarder parce que ça s'est resserré hein, sur cette conférence Ouest, évidemment, c'est important à voir. Et justement, on a vu San Diego, on a vu Seattle, et bien on va voir le leader de la conférence Ouest avec un match eh bien, assez fou aussi là entre Houston et Chicago, avec Houston qui va bien mieux partir, les chats-sabres qui vont marquer après 20 minutes. Et tu le disais, mon Pierrot, c'est une équipe qui part avec sa puissance, qui marque très facilement grâce à ses avants, même si eh ben là c'est pas un avant qui va marquer, puisque c'est Ouais, c'est demi de mêlée. presque un avant quand même, hein. Ouais, Ouais, enfin, il fait 100, plus 100 kilos, hein, donc c'est pas un avant, mais presque. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Chicago, ils ont trouvé des solutions face à cette grosse défense et surtout la puissance de Houston. On sait que Houston, ils ont à peu près 60 minutes d'autonomie, quoi, en gros. Et par contre, ils ont un très gros effectif. Mais regardez, c'est tous ces petits coups de pied dans le dos du premier rideau. ouais. Ils ont réussi à vraiment créer de l'incertitude. Après, Chicago a eu une moule incroyable sur les rebonds. C'est-à-dire Sur que là, cette deuxième cet essai, c'est essai-là, il n'importe faut. quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, On revoit. ouais bah Je- je sais pas que. Ça doit, le ballon ne doit pas faire ça, en fait. C'est-à-dire que la logique veut que le ballon ne reparte pas dans le terrain comme ça. C'est impossible, normalement. Et ils ont trouvé pas mal de solutions autour de ça. Après, moi, Houston, ils m'ont impressionné parce que, encore une fois, ils ont été très forts devant. Ils ont pété la gueule à Chicago. Et dans un match serré, parce que jusqu'à maintenant, ça faisait quelques semaines qu'ils écrasaient vraiment le match. À la 60e, c'était plié, il y avait 30 points d'écart, ils pouvaient lever le pied. Là, ça n'a pas du tout été le cas, ça a été un match au couteau. Et à la fin, ben, c'est encore eux qui gagnent. Donc ça prouve que c'est une équipe ultra complète quand même, qui est capable d'aller où. Regardez ça, le duel. Hop. Et ouais. voilà, j'ai loupé, pardon. Nate Et- Oxberger, hein, on en a déjà parlé il y a 2 semaines. Ouais, Très très bon ailier américain. Le premier joueur des États-Unis à avoir marqué un essai contre la Nouvelle-Zélande. Voilà. C'est une petite stat ouais, comme ça. c'est un très bon joueur. Et puis l'autre ailier a terminé dans
dans l'équipe de la semaine qui est proposée par les propriétaires de la ligue. Euh, c'est Ouais, un, c'est un super joueur. ouais, Julian Euh, je vais Dominguez. vous retrouver, je vais vous retrouver les stats de Julian Dominguez. Claro que sí. Euh, c'est assez impressionnant. Mais cette équipe de Houston, pas du tout, de Chicago, est vraiment bonne, hein. Oui, c'est plus C'est une pas. surprise, hein. Non, non, ils ont fait un super match et c'est une très bonne équipe. C'est normal, non, mais en tout cas, ils ont fait le match face à Houston. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont rivalisé aussi loin. Donc, Ouais. c'est 50 mètres gagnés et 2 essais. 57 mètres gagnés et 2 essais en n'ayant pas beaucoup le ballon. Donc, franchement, chapeau. Ouais, et c'est Seymour Smith finalement, vous allez le voir, qui va inscrire l'essai de la victoire en faveur des chats-sabres, évidemment, les chats-sabres qui sont venus eh bien, terminer le travail et renverser. Julian Dominguez, c'est 26 essais en MLR hein, depuis le début depuis la création de la MLR. C'est l'un des meilleurs marqueurs. Il y a Dylan Fawcett qui est devant lui. Je crois qu'il est à 35. Je sais plus, j'ai essayé de compter hier, mais je me suis perdu dans mes stats. Mais The Mais Mookie, j'ai vomi. The Mookie All Rugby vont être mes amis et je trouverai la solution. Houston qui gagne encore, Houston qui gagne difficilement, il ne gagne que d'un point, l'essai à la fin n'est pas transformé. Il y a toujours, alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours cette tendance, mon Pamiche, avec des matchs qui se terminent à un point d'écart. Déjà, ça c'est une chose. Mais par contre, Houston a vraiment cette capacité, et tu l'as dit, à la différence des autres matchs, ils gagnent un match serré, même en renversant la situation. Ils ont quand même une bonne tête de favori pour le titre là. Ouais, bah, ils sont très forts. Ils sont vraiment très costauds. En plus, il y a un truc à Houston qu'il n'y a pas beaucoup ailleurs, c'est qu'il y a une super ambiance dans le stade. C'est-à-dire que vraiment, bon, il y a un travail avec le speaker, hein, comme dans beaucoup de stades et dans beaucoup de trucs un peu chauds américains, mais il y a une vraie commu rugby à Houston. Donc, ça veut dire que peut-être la dynamique, les résultats, le côté, ils marquent 40 points à tous les matchs, ça donne envie. Parce que le public répond présent à domicile les derniers rendez-vous. Donc, ils battent Chicago, qui était sur une très bonne dynamique, qui était vraiment une équipe qui montait. Le match précédent, ils en avaient mis 33 à San Diego. Il y avait eu le petit accident de parcours et une des rares défaites de la saison à la maison face à New England, parce que c'était aussi les deux meilleures équipes sur le papier peut-être cette année. Et avant, c'est 30 points contre Miami à la maison, quasiment 30 contre Utah. Enfin voilà, à la Piole, ils sont très forts. Parce qu'il y a le public qui pousse, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et puis après, oui, je suis d'accord, ils ont une bonne tête de favori. Je pense que la colonie sud-africaine, je crois qu'ils sont 18. Ça aide pas mal aussi en termes de puissance et de régularité. Ils ont l'habitude d'écraser la gueule des gars en face. Donc Mhm. bon, c'est un peu le style de Houston, quoi, vraiment. C'est le style du Saut. Bah, c'est une équipe gérée par Ineke Meyer hein, de toute façon. Donc c'est vrai que ça fait clairement la différence. On le sait. Ineke Meyer, ancien sélectionneur évidemment de l'équipe sud-africaine. Voilà pour le leader Houston. On va passer chez mes chouchous, mes amis de Utah, qui commencent leur match à peu près à la 60e minute, qui finissent par mettre 22 essais, mais par aller chercher uniquement le bonus défensif. Qui se déplaçait à Nola. Avant d'aller vers ce quatrième match, on est sur une émission évidemment un peu plus light. Aujourd'hui, on n'est que deux avec Pamiche. Les autres, évidemment, reviendront sur les prochaines semaines. Je vous rassure. N'hésitez pas à poser vos questions, à nous donner votre avis. Quel essai vous paraît le plus impressionnant? Si vous avez évidemment des questions. Alors, les débuts de match sont-ils meilleurs? Voilà la question dans le chat par rapport à Utah. Eh bien non, pas du tout. Comme d'habitude, à la 20e minute. Ça rate à peu près. Tu disais aussi pendant tout à l'heure. C'est une équipe qui est très forte, qui est très puissante. Et là, on va retrouver le deuxième ligne. Mike Conley qui a pris plus de séquences maintenant le 2. Il peut tomber sur son tir le plus petit pour aller dans un but parce que voilà, un peu c'est mieux. Grand défenseur de Utah. Sorti rapidement dans 7-0 pour le moment. Ça va faire 14-0. Et on laisse laisser le deuxième essai de là en force, comme d'habitude. On va remettre un deuxième essai. Voilà, 21-0 après 52 minutes de jeu. C'est un peu fort, on me dit pardon, excusez-moi, c'est un peu fort, hop, voilà, donc 21-0, je le disais, après 50 minutes de jeu. Excuse-moi The Mookie, on s'est un peu foiré sur le son, c'est notre faute. Et puis,
bien Utah qui va réagir comme d'habitude, parce que ça va aller marquer grâce à un gros ballon porté, et c'est Nick Souchon, le fils d'Alain, qui va relancer ses coéquipiers. Voilà, qui va encore manquer de temps malgré tout. 80e, vous le voyez. Lopetti Aicea qui va être servi sur la droite du terrain par Joel Oxon, qui va percer la défense de Nola et qui va eh bien, aller l'essai magnifiquement et relancer un petit peu son équipe. C'est pas encore gagné, bien évidemment, parce que vous le voyez, 21-12, la sirène a retenti. Il faut transformer cet essai de Lopetti Aicea. Je vous remontre rapidement un petit ralenti. Encore 2-3 mecs qui n'ont pas voulu aller plaquer, hein, évidemment, mais ça c'est la marque de fabrique de LR. La pénalité du point de bonus défensif, Joel Oxon, qui va aller la passer sans difficulté. Le mélange entre Andy Good et Johnny Wilkinson. Et du coup, eh bien, ça fait 21-14 pour Nola, qui renoue avec la victoire. Utah qui continue de dégringoler. 3e défaite de rang. Tu prends encore une fois la marée en première période, même pendant 50 minutes. Et puis après, tu réagis, mais tu ne peux qu'aller chercher un point de bonus défensif. Bah, malheureusement, Nola, en ce moment, ils sont plus forts que Utah, quoi. Il y a pas. Toi, t'as beau prendre le truc comme tu veux. Bah, y a pas photo. Sur le match 21-14, et les bonus défensifs, c'est bien payé pour les Warriors. Ah oui. Et en plus, bon, je sais pas trop si. C'est toujours difficile de comparer le niveau d'une équipe européenne et américaine ou du Super Rugby et de ce que tu veux. Mais il y a des joueurs, c'est plus facile de te projeter. Et il y a un joueur à Nola. Si j'étais un club français ou plus généralement européen, je me pencherais sur son cas. C'est Malcolm May. C'est un troisième ligne reconverti, deuxième barre. Il est tellement fort. Enfin, il gagne tous ses duels, il avance, il bouge bien. Bah, typiquement, si j'étais recruteur, je m'intéresserais à lui. Et puis après, aujourd'hui, Nola, ils ont le meilleur paquet d'avant avec Houston de toute la ligue, en fait, je pense. Donc, quand tu te Indéniablement. fais péter la bouche, bah, Utah, ils n'ont pas existé. Et le dernier truc, c'est les joueurs forts de Utah, c'est qui? Aujourd'hui, tu as Joel Oxon, qui est passé par des clubs anglais et qui est le capitaine. Mais t'as pas beaucoup de stars, en fait. Même si j'aime pas raisonner comme ça. C'est pas parce que tu as une star que tu vas gagner des matchs. Mais dans des matchs où il n'y a pas beaucoup de différences qui sont faites, ben, avoir un gars qui est capable de casser des lignes, c'est très très important. Et là, dans cette équipe-là, je ne suis pas capable de te dire qui peut le faire. Là aujourd'hui, là je vais parler évidemment en tant que Ben, bien habitué sûr. des commentaires de Utah. Dylan Nell n'était pas là cette semaine. Dylan Nell, c'est le joueur qui a parcouru le plus de ballons, de mètres ballon en main depuis le début de la saison. C'est le 3e ligne de Utah qui n'est pas là. Bailey Wilson n'était que sur le banc, et ça fait la différence. C'est le capitaine normalement, Bailey Wilson. Et puis surtout la ligne arrière. Eh ben, ça marque plus comme avant. Mika Kruse, Paul Lassiquet, qu'on connaît aussi, Paul Lassiquet en Europe. Joe Mano, qui l'année dernière était meilleur marqueur d'essai, qui cette saison a des statistiques faméliques. Ces mecs-là qui étaient capables justement de faire très mal aux défenses, justement, n'arrivent plus à faire de différence, n'arrivent plus à percer. J'ai l'impression que la force de Utah est en train de se retourner contre elle, parce qu'elle avait des trois quarts qui étaient fantastiques et qui pouvaient remonter le terrain en 2-3 passes, en 2-3 crochets. Et là maintenant, mais devant c'était pas foufou. Et là tu te fais rentrer dedans par des Nola, par des Houston, qui ont progressé sur ces fondamentaux là. Je vais y arriver. Et qui du coup, eh bien, te rentre dedans, et tu ne peux pas mettre ton jeu en place quand on a un jeu un peu plus fermé, un peu plus dur, un peu plus d'avant. Eh bien, ça ne marche pas du côté de Utah, qui a aussi perdu Lance Williams, qui n'a pas été prolongé. Lance Williams, pour ceux qui connaissent pas, c'est le mec qui boit 2 canettes de bière en même temps après le match. Voilà. En toute modération, évidemment, mais voilà, c'est ça, Lance Williams. Attaque Magnifique. simultanée. Donc voilà pour Utah, qui a de grands problèmes. 3e défaite de rang, je le disais. Alors 3e défaite de rang avec à chaque fois le bonus défensif, parce que pourquoi pas.
Mais c'est plus une équipe qui avait terminé quatrième l'année dernière de la conférence Ouest. C'est pas une équipe qui aura manifestement la possibilité d'aller en playoff. Et s'ils y vont, Pierre, on est d'accord qu'ils iront quatrième, ils iront à Bah Houston oui, et ça ira pas plus loin. en fait, oui, je vois pas du tout cette équipe. Déjà, accrocher la quatrième place, ça va être un vrai défi. Aujourd'hui, ils ont 5 points de retard sur San Diego, qui a un match en moins. Exactement. Donc, déjà, c'est pas ouf. Tu vois, je suis pas un génie des mathématiques, mais quand tu es derrière et que tu as joué plus de matchs, c'est quand même pas très bon signe. Et puis derrière, la dynamique est pas bonne, ce qu'ils produisent est pas très bon, ils ont pas vraiment de leader. Je pense qu'aujourd'hui, Los Angeles a plus de chances de finir cinquième que Utah de finir quatrième. En gros, pour faire simple, Los Angeles est à 22 points avec un match en retard, Utah est à 26, San Diego est à 31. Je pense que Utah, vu ce qu'ils montrent depuis 5 semaines maintenant, leur niveau, c'est sixième de la Conf Ouest. Je pense, tu vois. Mm. On va aller voir. On va aller voir ce que fait Los Angeles, mais très rapidement, je vous donne les derniers matchs de Utah. C'est San Diego à domicile et ils avaient gagné là-bas, donc il n'y a pas le choix. Il faudra gagner pour essayer de revenir. Ils ne joueront pas le week-end prochain d'ailleurs. Au passage, les Warriors. Ce sera déplacement à Seattle, déplacement à New England. Donc très clairement 2 matchs sur lesquels il faudra Ouais. manifestement pas compter. Et tu termines, Tu joues le 1 et le 2. voilà. Et derrière, tu finis Jackals et Los Angeles. Les Chacos, puis Los Angeles à domicile à chaque fois. Donc tes 3 matchs à Mais domicile, si tu les gagnes avec le bonus offensif, tu peux espérer quelque chose. Mais ce le seront des matchs problème, au c'est que couteau. tu joues que des gars, sauf Los Angeles sur le dernier match, tu joues que des gars qui jouent quelque chose. Soit qui jouent la première place de la conf, soit qui jouent la qualif. T'es pas dans le confort, quoi. Tu vois, t'es pas Mhm. dans la situation. Je sais plus qui a un calendrier. Je me demande si c'est pas Nola qui a un calendrier plutôt favorable sur la fin de saison. Je dis ça de mémoire, ça se trouve, c'est pas le cas et je dis de la merde, mais il me semble que Nola est pas trop à plaindre. Je regarde ça tout de suite pendant que vous parlez, parce que je suis Nola extrêmement fan. c'est déplacement à Chicago la semaine prochaine. T'accueilles Ouais, Houston c'est ça. et New England sur tes 2 derniers matchs à domicile. Donc Houston, New England, c'est les premiers des 2 confs, mais t'es à la maison. Et ensuite, tu vas à Miami, à Los Angeles et à DC. Donc voilà, tu as des déplacements qui sont faisables, hormis le Chicago peut-être la semaine prochaine. Et après, tu as tes 2 gros matchs à domicile. Donc oui, Nola, pour le coup, a un calendrier qui est pas si mal. Là, tu joues des équipes qui jouent plus rien, que ce soit Miami, ils jouent encore quelque chose, mais c'est assez marginal. Il leur faudra un miracle. Los Angeles, ils jouent pour pas être dernier. Et Old Glory, normalement, si tu le joues sur la dernière, sur la week 16, bah week 15, pardon, ils devraient plus rien jouer. Voilà. Normalement, normalement, en effet. On vous a gardé évidemment le meilleur. Tu as parfaitement eu raison de parler de Nola parce qu'on vous a pas montré l'essai de la semaine, l'essai de Jared Adams. Regardez, alors ça part. Vous allez voir, hein, le temps, ça part d'une touche. On essaye de percer. Bon, pour l'instant, ça part bien. Le coup de pied contré. Bon, ça rate la balle, ça se contre et tout. Et puis là, Jared Adams va arriver suite à cette balle. Un premier crochet, un deuxième crochet, un plaquage cassé, un deuxième plaquage cassé. Joe Mano qui revient, mais après avoir chuté, il vient finir le travail. Incroyable essai de Jared Adams. Essai de la semaine, on est d'accord, mon pamiche, mais c'est un pilier qui Ah fait bah ça. ouais. Ouais, c'est ça qui est fou parce que dans l'action, il fait à peu près tout, quoi. C'est un peu Peatomova qui est un mec de 125 kilos qui te met des crochets. Ça fait toujours un peu bizarre. Et ce qui est drôle, c'est que sur le site de Nola, ils le décrivent en disant OK, en fait, c'est un arrière qui est déguisé en pilier, quoi. Il sait tout faire. Techniquement, ça devrait être un arrière, mais il a plus d'expérience au poste de pilier. C'est là où on le fait jouer. Donc, c'est un petit trait d'humour, mais c'est assez marrant. Et puis, bon, des essais comme ça, je dis pas qu'on en voit tous les week-ends, c'est pas vrai, mais c'est chouette de pouvoir en voir régulièrement parce il y a tout simplement plus de différence de niveau parfois. Et il a été vraiment très bon. Ouais, Anto, DRD, il dit le début de l'action ressemble à rien. Oui. C'est vrai, mais il y a quand même une tentative de petit pont. C'est-à-dire que j'avais rarement vu ça. C'est-à-dire que l'ouvreur de Nola arrive et il tente un Je- petit pont. Voilà, c'est classe. on va le remettre parce que c'est important. Hop, voilà, le petit pont, la tentative de petit pont. Voilà, Ouais, c'est raté, mais bon, bah, c'est tenté, hein. ouais, Cyrus Botta, il le passe celui-là, il fait le tour du monde, hein, un petit pont Ah comme oui, ça oui, sur clairement.
sur Caleb McCann, l'arrière, ce serait la folie, quoi. Voilà, bah, c'était l'occasion en plus de revoir l'essai en entier. Voilà, magnifique, Jared Adams. On espère avoir l'occasion de discuter avec Nicolas Godignon. Il faudra qu'on lui pose la question sur Jared Adams, mon pamiche, parce que c'est magnifique là. Ouais, ouais, mais il y a plein de questions à lui poser aussi sur. Ils ont des joueurs assez particuliers, même derrière, hein, tu vois, Dougie Fife, moi je crois qu'il est écossais, donc on dit plutôt Fif. Ed Fido, qui est un super joueur, Daniela Filimon, enfin, ils ont du matos derrière, et pourtant tu sens que culturellement, historiquement, ils vont avoir tendance à vraiment se centrer sur le combat. Et même Luke Campbell, hein, le demi-mêlée, est peut-être en termes de talent, un des meilleurs joueurs du championnat. Et c'est assez marrant de le voir pas spécialement envoyer beaucoup de jeux. Donc voilà, j'ai plein de questions pour Nicolas Godignon. Si un jour on le reçoit, ou tu le reçois et que je suis invité avec lui, je serais ravi d'être là. Eh bien, on essaiera évidemment de l'avoir, d'avoir tous les Français qui ont fait cette EMLR, qui ont participé à cette EMLR. On pense à Nicolas Godignon qui joue actuellement, enfin qui coach actuellement à Nola. On pense évidemment à Mathieu Bastaro et on pense à tous ces autres. Louis Millet, qui avait été drafté en fin de saison dernière, enfin fin d'année dernière par Toronto, qui malheureusement n'a pas eu l'occasion de jouer puisque Toronto a disparu. On prendra évidemment beaucoup des nouvelles du premier Frenchie à avoir été drafté en MLR, puisque voilà, ça reste le premier à avoir été drafté. Je pense qu'on a gardé le meilleur pour la fin. On a vraiment gardé le meilleur pour la fin. Anthem RC Charlotte, la plus mauvaise équipe de cette saison, contre Los Ouais. Angeles, qui alors n'est pas une nouvelle équipe à proprement parler, puisque c'est Atlanta qui a été délocalisé, mais qui est dernier de cette conférence Ouest. Et avec un match, mon Pamiche, qui a été complètement fou. Et surtout, on a cru à l'exploit. Bah ouais, le résultat il est logique à la fin, mais c'était une 11e défaite, il n'y a pas de suspense hein, pour Charlotte. Mais le contenu il est hallucinant parce qu'en fait en thème ils auraient dû gagner ce match, ils menaient 19-3 après 20 minutes, le rouleau compresseur. Donc bah, si vous êtes fort en mathématiques, vous allez voir les chiffres et vous allez comprendre que malheureusement pour eux, eh ben, ils vont encaisser un 30-10 en moins de 40 minutes. Donc c'est la Brambrance et la Lélé, malheureusement pour eux. Mais le début de match est ultra encourageant parce que c'est la première fois que je vois Anthem aussi fort. Vraiment, ils ont tenté des choses, ils ont imposé du combat, ils ont mis du volume. J'ai l'impression que c'est le retour des beaux jours, donc eux, ils ont une équipe plus légère et peut-être un peu moins puissante que toutes les autres. Et il y a aussi le vécu collectif, le fait Ça que, bah, commence ok, à, ils ouais, à se prennent des connaître. brands tous les week-ends, mais ils jouent ensemble, comme Miami, c'est des équipes neuves qui apprennent à vivre ensemble, à se connaître, à jouer ensemble. Et puis il y a un homme dans le match, je pense qu'on va y revenir, Rémi, qui a été éblouissant pour sa formation, celle de LA, qui est un joueur qu'on connaît, qui est Kunatani, qui a été merveilleux. En attendant, élèves, Là, ils ont commencé à jouer, passer la demi-heure quasiment. c'est ça. Mais alors là, cette combinaison sur le premier essai est tout simplement magnifique. Oui, et puis la défense est aussi un petit peu passive, Certes. hein. Il y a beaucoup de temps pour aller combiner. Là, c'est le premier essai de Semi Kunatani sur un ballon porté. Elec est toujours derrière, mais à la mi-temps, grâce à cet essai qui va être accordé, euh, va repasser devant. Il y a eu pas mal d'arbitrage vidéo Oui. aussi. Anthem aurait pu marquer un quatrième essai en première mi-temps. Il a été refusé pour 4 mm. Là, c'est l'interception de celui qui sera, donc Luxor, qui sera le meilleur 10 récompensé par la Major League ce week-end, qui intercepte sur 100 mètres et qui va aller marquer. Je pense qu'il International fallait namibien. un peu moins de 100 mètres. Ouais, exactement. Et sur 80 mètres, je dis 100 mètres, je me suis. 80 mètres, et heureusement que c'est pas 100 mètres, parce qu'à la fin, Je on suis, sent que ça devient un peu je suis difficile, pas hein. sûr qu'il aille au Là, il bout hein, part, il s'il vise part de le son embut. corner. Hein. Ouais, ouais, clairement. Clairement. Et le petit taux où il manque de se casser le plexus, euh, bon, ça, c'est pas ouf. Et puis, l'essai qui va entériner définitivement la victoire de LS, c'est suite à cette série de pick and go, le ballon qui va arriver dans les mains de Semi Kunatani qui résiste à un, 2, 3, 4 plaquages pour aller marquer. Ben voilà, quand on est plus fort que les autres, on est plus
fort que les autres, peu importe la forme de rugby qu'on joue, que ce soit à 15, à 7 ou en Europe. Voilà, c'est Miki Kunatani, c'est un monstre et je vais vous raconter un peu plus son histoire parce qu'elle est hyper touchante en fait. C'est un gamin qui a arrêté l'école avant de finir le collège. Il a dû arrêter parce que son papa était agriculteur et qu'il a fait le sacrifice ultime de ses espoirs scolaires. En gros, il a arrêté l'école et lui-même le dit, il dit, j'ai dû arrêter et laisser tomber mes rêves d'aller à l'école pour me concentrer sur la ferme. Comme ça, mes autres frères ont pu avoir une vie meilleure. Donc déjà, c'est totalement fidjien comme état d'esprit, c'est-à-dire que c'est l'esprit sacrificiel un peu pour permettre à ses petits frères d'avoir une meilleure vie. Et puis sa passion pour le rugby, elle est dévorante depuis qu'il est gamin. Il le dit lui-même quand il était petit dans sa chambre, il avait des posters de Goneva, de Waisale Serevi. Lui, quand il en parle, il dit le rugby coulait dans mes veines. Donc c'est dire à tel point c'est passionnel. Autre exemple, pour se fabriquer une balle de rugby, il prenait une bouteille en plastique qu'il enroulait de vieux t-shirts et hop, il se créait une balle lui-même pour pouvoir jouer tout seul. Et pour voir les matchs au village, il n'y avait pas d'électricité, il devait faire 40 minutes de cheval pour aller chez un voisin qui avait la télé. C'était un Fidjien d'origine indienne et c'est lui qui l'a un peu initié au rugby télévisuel, entre guillemets. Lui va se lancer à fond dans le rugby à 7 plutôt qu'à 15 parce que le rugby de quartier là-bas au Fidji, c'est plus du rugby à 7. Il va être repéré par le sélectionneur et rapidement, en fait, ça va être la naissance d'un phénomène total. Il est repéré début 2013. Fin 2013, il est en équipe nationale des Fidji. Il s'impose en moins de 2 ans comme un des meilleurs joueurs du monde, top 3 mondial. Il va tout gagner jusqu'au titre olympique. Il faut dire que son gabarit, c'est un casse-tête. Il fait 1m92, 100 kg, donc ultra dense, très costaud, mais il va très vite. C'est un peu comme Vakatawa. Si tu veux le prendre sur les appuis, il va aller plus vite que toi. Si tu veux le prendre physiquement, il va te faire mal. Et à 7, ça devient une arme redoutable pour les Flying Fidjiens. Va quand même avoir ce moment un peu délicat de passage à 15. Lui, on lui pose régulièrement la question, qu'est-ce que tu préfères, le 7, le 15? Il dit, moi je m'en fous, j'aime le rugby. Et quand il va passer à 15, il va signer en France, à Toulouse, ça va pas très bien se passer. L'adaptation va être un peu compliquée. Il va pas vraiment s'imposer déjà parce qu'on ne sait pas trop quel est son poste. Est-ce qu'il joue troisième ligne? Est-ce qu'il joue ailier? À Toulouse, ils vont beaucoup le faire jouer ailier. Et puis il va signer aux Queens en Angleterre. Et chez les Queens, il va plutôt s'imposer en troisième ligne. Il va faire une très bonne saison. Il va malheureusement se blesser et quitter les Harlequins. Mais il va terminer son aventure européenne comme pas mal de joueurs qui, malheureusement pour eux, ont besoin d'argent, mais n'ont pas forcément le CV pour s'imposer partout. Il va aller à Tel Aviv où là, comme beaucoup de joueurs qui jouent aujourd'hui en MLR, il va avoir du temps de jeu, il va être derrière contacté par les Américains et il va aller signer dans la foulée pour Los Angeles. Avant ce match, cette saison, c'était un peu compliqué pour lui parce qu'il était à 4 essais, 3 cartons jaunes. C'est un joueur qui reste généreux et parfois un peu trop. Son doublé, ça lui permet d'avoir 2 fois plus d'essais que de cartons jaunes, donc ça c'est pas mal. Et je finirai avec cette phrase de Semi Kunatani que je trouve merveilleuse. Il dit: chaque fois que je cours sur un terrain, je sais que tous les gens du village me regardent, donc je dois les rendre fiers. Et je trouve que cet état d'esprit totalement fidjien se ressent peu importe l'endroit où on est sur la planète parce que il est quand même à l'autre bout de la Terre. Et aller jouer un championnat aussi exotique que le championnat américain pour un Fidjien, ça doit être totalement fou quand on sait le gap qu'il y a entre Suva et l'Europe. Alors, je n'imagine même pas avec Los Angeles. Voilà, c'était mon petit coup de cœur de la semaine et probablement l'homme de la semaine. C'était Semi Kunatani. Voilà, merci mon Pierrot, on t'aime bien hein, raconter des histoires et tu les racontes très très Ah, bien. j'aime bien. Ben, C'est... merci. Ah ouais, non mais si, tu les racontes très très bien. N'hésitez pas à nous dire hein, si vous notez cette histoire de Pierre Amiche entre 9,5 et 10 sur 10, vous nous dites. Cœur sur lui, tu nous dis, bien sûr, gros cœur sur Semi Kunatani qui a marqué l'essai de la victoire de Los Angeles. Justement, on va aller récapituler tout ça. Le succès donc 33-29 de Los Angeles à Charlotte. Pierre Castor nous dit Matnock 31. Excellent, excellent. Pierre Castor, raconte-nous une histoire. Les succès à domicile de Dallas contre Seattle 14-7, de Nola contre Utah 21-14 et puis
les succès d'un point. Une petite erreur au niveau des couleurs, je me suis trompé. C'est bien Houston qui a battu Chicago et New England qui l'emporte 24-23 à San Diego. Pas de quelques surprises quand même, mais surtout quelques changements du coup au classement parce que eh bien on va aller d'abord sur le classement de la conférence Est pour voir que eh bien Pierrot Nola reprend la deuxième place à Chicago. Ouais. Et Nola a un match en retard en plus sur les chiens, donc a quasiment acté déjà sa présence en playoff, 13 points d'avance sur Miami avec autant de matchs joués. Mais surtout, il y a peut-être une bataille qui va se lancer entre les Free Jacks et Nola. Bah, pour tout vous dire, on avait fait un pilote entre nous pour voir si cette émission tenait la route. C'est là où on était le plus nombreux là, d'ailleurs sur le pilote. Oui, Et, le Squid Game a et, commencé ce jour-là. ouais, c'est ça. Et en fait, entre nous, j'avais dit, Nola, putain, je les sens pas, j'ai l'impression que la dynamique est pas bonne, ils avaient paumé, machin. Puis en fait, pas du tout, ils sont vraiment forts, quoi. Donc, je sais pas si ils vont aller chercher la première place. Ce qui est certain, c'est que vu leur jeu, vu ce qu'ils proposent, ça m'excite de les imaginer contre Houston, parce que là, c'est Brevard, hein. Là, ça va être une guerre de tranchées terrible. Donc, voilà, et puis il y a quand même dans ce classement une équipe, je sais que les Chacos, c'est un peu spécial, mais je reconnais que Miami m'excite. Je sais pas, cette équipe avec que des Sudam, ça me plaît. Et j'ai l'impression qu'ils vont peut-être pouvoir aller chercher quelque chose, mais ça dépend plus d'eux. Ça dépend de Old Glory, et Old Glory a signé 2 victoires de suite. Et ça dépend de Chicago, qui est une super équipe en ce moment. Donc j'ai envie d'y croire, et en même temps, je vois pas bien comment ça peut arriver. Mm. Ouais, Anto, supervision, bah ouais, mais j'ai l'honnêteté de le dire quand même, parce que cette émission-là n'était pas diffusée. J'aurais pu dire, ouais, non, là, je le sentais depuis le début. Bon, c'était pas le cas, hein. Ouais, faut être honnête, tu vois, ils avaient fait un Eh match oui. affreux et bon, Allez, et on se ça trompe. on se trompe parfois, mais oui, nous ne sommes que des humains, malgré tout. Conférence Ouest maintenant, bon Houston, ça continue de caracoler, hein, 10 victoires, une seule défaite, 48 points, 7 d'avance désormais sur Seattle qui marque le pas, alors qu'il y a encore un énorme gap sur, désormais Dallas. Et oui, parce que Dallas a pris la Ouais. troisième place, un point d'avance sur San Diego, et puis Utah qui avance point par point, évidemment, n'avance pas très vite, alors que Los Angeles est revenu à 4 longueurs. Dans les faits, on pourrait dire que ça se joue presque à 4 équipes pour la place 3 et 4. On va quand même mettre Los Angeles de côté qui part de trop loin. Mais ça devient presque une bataille pour la troisième place entre Dallas et San Diego, et plus une bataille pour la quatrième place entre Dallas et Utah. Bah ouais, parce que Utah, ils ont chié dans la colle, comme on dit poliment. Il y a 4 semaines, ils étaient devant tout le monde, hein. Enfin, tu vois, ils étaient devant Dallas. Dallas Oui, était à la lutte, et même je les voyais vraiment battus, parce que le contenu des matchs de Dallas, même quand ils gagnent, bon, j'aime bien en fait, j'aime le flow de cette équipe-là, tu vois, les couleurs, le logo et tout. Mais dans les faits, c'est pas une belle équipe, c'est pas un beau terrain, c'est pas des belles victoires. Il faut vraiment être passionné pour kiffer. Et Utah, à l'inverse, ils ont un peu les mêmes défauts sans les qualités. Ils gagnent pas. Donc, pour l'instant, à moins d'un miracle, ou en tout cas d'une grosse série, Utah, ils sont baisés, quoi. Parce que les Chacos, ils ont trop d'avance aujourd'hui. ouais, c'est presque, on a l'impression qu'on connaît déjà un peu les quatre équipes de chaque conf qui vont s'affronter en phase finale lors des playoffs. Dites-nous si vous voyez une équipe quand même s'en sortir éventuellement dans le chat. Et je vais vous demander, je vais vous mettre à contribution aussi pour la semaine 13, puisqu'il y aura que 4 matchs. On va remettre un petit peu les pendules à l'heure au niveau des matchs en retard, etc. Seattle, Old Glory, Miami, New England, Chicago, Nola et le derby de la Californie entre Los Angeles et San Diego. Quel match t'excite le plus, Pierre? Quel match vous excite le plus aussi dans le chat, rapidement? Vous pouvez nous le dire. Pierrot, c'est Ah, quel match que putain, tu as envie c'est de suivre? dur. Ouais, Ah, c'est dur. Il y en a 3 bien et il y en a. Bon, Los Angeles, San Diego, j'en ai rien à cirer. Je n'ai pas envie de regarder ça. Non, mais autre chose, j'ai pas envie de regarder. Ça sera peut-être le meilleur match, mais sur le papier, j'ai pas envie de regarder. Miami, New England, ouais, Miami, New England. Parce que si Miami gagne, je me dis que cette équipe l'année prochaine, elle peut jouer le titre. Ah bah, s'il Alors gagne, que, Old bon, Glory va à Seattle. Alors Seattle est pas très bon, mais si Old Glory perd, en tout cas ce qui sur le papier est censé être se voir, ça peut resserrer tout ça. ouais. On a un Chicago Nola de Anto. Bah ouais, Je Chicago, suis ils sont d'accord. chouettes à voir. Et Nola, ils sont forts aussi. Mais si je devais faire qu'un choix, ce serait Miami, New England. Voilà.
Moi, Et pourquoi Chicago Nola? alors moi Comme je ça, vais il me répond. pendant qu'il va répondre, moi je vais répondre parce que je suis assez d'accord avec lui. Moi je mettrais un Chicago Nola parce que déjà c'est la lutte pour la deuxième place. Les deux équipes sont à 30. Alors il y a avantage pour Nola parce que ils ont un match en retard. Mais de ce que montre Chicago et notamment ce qu'a montré Chicago contre une équipe qui a aussi un gros paquet d'avant comme Houston, je me dis que les ailiers, les arrières, les trois quarts de cette équipe de Chicago peut-être emmerder Nola. Ils seront à domicile cette fois en plus, donc ouais, why not? Why not? J'ai envie de voir ce match un peu de ligne arrière contre avant, contre gros pack. Voilà. Affrontement dans le haut du classement, nous dit Anto. Voilà. Ah, ça, Ok. c'est parce que c'est duel au sommet, tout simplement. J'avoue que moi, Ouais, vous les grands, vous aimez les matchs de bourgeois entre privilégiés, c'est ça? c'est- alors, d'ailleurs, je me suis rendu, j'ai retrouvé un truc, je vais y arriver. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait des derbies. Alors pas, je te parle pas d'un Los Angeles, San Diego ou comme il y a pu avoir Austin, Houston au Texas. Non, non, il y a des noms de derby en rapport avec ce qui peut arriver, enfin les productions potentiellement locales, etc. Donc il y aura un quiz un jour. Je ferai un quiz MLR, Ok, Rémi, je je n'ai promis. rien compris. Voilà, je te dois la transparence. Je suis fatigué, En je plus, n'ai rien compris. non, mais en Alors, plus, si vous avez compris dans le chat, aidez-moi. Vraiment, là, j'ai eu envie de lui tendre la main, puis j'ai renoncé. Suivant les productions locales de quoi? Genre le derby du Coca, des trucs comme ça? exactement, c'est ça. Ah, d'accord, putain, ok, Exactement. waouh. Euh, ah ouais, Il y a... genre le ouais. derby du Morbier, quoi, tu vois, Oui, genre le voilà, truc c'est ça, très précis. exactement. Voilà, le derby de Ouais, la des saucisse pays entre Toulouse producteurs. Ok, d'accord, et Strasbourg, exactement. Voilà. d'accord, ok. J'aurais mieux fait de faire ça, mais bon, c'est Non, ma mais faute. voilà, j'étais pas sûr d'avoir compris, mais j'avais compris. C'est juste que, ok, C'est mon c'est explication. vraiment très, très niche, quoi. C'est vraiment, c'est Ah genre, oui, oui, les pays c'était. producteurs de talc, tu sais, c'est vraiment des trucs très, très précis, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est le talquico. The Mookie qui vous dit le derby de la Californie, juste pour le jeu de mots, évidemment. Je l'ai par Ouais. rapport à Californie, E- Californie, ouais, je l'ai. Exactement, exactement. Très très bon jeu de mots. Maintenant, qui me demande qui découvre la MLR, comment on fait pour regarder. Eh bien, c'est très simple. On a l'occasion de voir tous les matchs sur The Rugby Network, qui est le programme lancé par la MLR directement pour bien diffuser les rencontres. Et donc tous les matchs de la MLR sont disponibles sur The Rugby Network en direct, en replay. Et c'est aussi grâce à The Rugby Network et à la MLR qu'on peut vous offrir bien ces matchs-là. Donc voilà, merci à The Rugby Network. Et là, tu continues continuent les derbies, les clubs qui ont un propriétaire membre de l'OPEP. On peut aller très très loin avec ça. Donc voilà, Matnock, The Rugby Network pour suivre les matchs, évidemment, tous les soirs. Et puis, bien sûr, vous avez tous les résultats et tous les programmes le week-end sur les Outsiders TV, sur Instagram, évidemment, avec le hashtag, Gauchaco. bien sûr, le hashtag Gauchaco que l'on va mettre en TT un jour et que Pierre Amiche va se faire une joie de vous mettre, voilà, dans le chat. Merci beaucoup mon Pierrot d'avoir été là, d'avoir été solide et présent comme d'habitude. Merci pour ton Bon, histoire. juste là, les petits copains là qui s'échappent là pour les week 13, week 14 et tout, en playoff, je veux pas les voir, hein. Ah bah non, Et là, tu vois, moi j'ai gagné ma place de titulaire indiscutable dans cette émission, que ce alors, soit bien clair. on est entièrement d'accord, on est entièrement d'accord. Chef d'orchestre, vraiment, Ah non, indéniablement. ça c'est toi. Moi je préfère être le soliste un peu chiant à la fin qui fait que de se plaindre. Et Rémi, est-ce que je peux faire un petit pout-pout d'autopromo de deux Exactement. secondes? Bien sûr, tu es chez toi. Euh, Alors, juste ce soir à 20h, donc là, il faut que je rentre chez moi pour le faire. Je fais un petit space pour rugby en général. Venez me parler de votre passion, comment vous avez comment vous êtes piqué à ce sport de cinglé. Et si vous kiffez bien le rugby, j'imagine que c'est le cas puisque vous êtes là, allez faire un tour sur legendaryplace.com. Je sais que c'est pas très poli, mais allez-y. Juste pour voir à quoi ça ressemble, c'est là où je travaille. Voilà. C'est les gens qui me payent pour tout ça. Voilà, c'était l'autopromo. Tweet Merci, je vous sponsor. kiffe. Voilà, hésitez pas à follow, j'ai envie de te dire. Non, mais Exactement. Non, voilà, non, mais c'était un vraiment, plaisir de vraiment en parler rugby plus. américain, Mais
Mais c'est pas mon métier, voilà. Exactement. Je suis un peu meilleur quand c'est pas juste raconter des histoires. Non, mais, Pierre Castor. mais tu racontes de très très belles histoires, Bien Pierre sûr. Castor. Les Gauchaco est bien lancé. Donc ce soir, 20h, le Space avec Pierre Amiche pour discuter Legendary Plays, évidemment, pour voir tout ce qu'il vous propose, et notamment avec des belles images aussi, et des belles histoires aussi d'ailleurs sur Legendary Plays. Et tu es le meilleur pour ça, mon Pierrot. On se retrouve semaine prochaine, on l'espère. Évidemment, je dis ça puisque moi, à tout moment... Si Dieu me prête vie. Exactement. Après, les autres, ils ont le droit de participer aussi. Hein. Si jamais, tu vois, il y en a 2-3 qui ont envie de venir, je suis chaud aussi. Hein. Mais bien sûr, on va les retrouver. Je vais les défoncer. Cyprien Bétou va rallumer son téléphone et Adrien Abadi va arrêter de faire tout ce qu'il fait et venir avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis en tout cas. Merci à toi, mon Pamiche, encore une fois. Et puis, on va se retrouver très très vite pour la suite de la MLR, évidemment. Salut à tous. Et on se quitte en chanson, bien évidemment. Vous n'êtes plus en ligne. Ah, vous avez un test. Vous m'entendez? Allô?